Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT spécial dédié au futur des étudiants de l'IEX. Voici les titres du jour. À la suite de leurs études, ils sont nombreux à avoir quitté le monde de la communication et se sont lancés dans d'autres professions. Peu importe les styles, de nombreux musiciens sont sortis de notre école. Nous allons clôturer ce journal par une interview de Stéphane Hougart et Laurent Drillon, tous deux réalisateurs de la série Frangine. Être journaliste indépendant, c'est le sort de nombreux jeunes diplômés en presse et information, un statut instable qui peut parfois faire peur. Certains vivent dans la précarité, d'autres y trouvent leur compte. Léa Thierry, Colline Blaiseau, Juliette Oriot et Colline Labeu sont partis à la rencontre de trois pigistes. Sortir de l'IEX, tous ces étudiants vont le faire un jour. Gilles l'a fait il y a maintenant 1 an, mais la réalité du marché du travail l'a vite rattrapé. Je vais dire Colline Balton. Les premiers mois, j'étais assez optimiste. Puis il y a forcément un moment où on commence à se dire bon, j'ai beau faire des postulations tous les 2 jours, passer des heures à essayer de trouver du taf. Un moment, ça prend pas, et c'est démotivant. Bon, voilà, maintenant je suis là, et comment je mange? C'est tout autant une précarité dans trouver du boulot que dans une fois qu'on a un boulot, réussir à joindre les 2 bouts, quoi. Arrivés sur le marché de l'emploi, très peu trouvent un travail de salarié et beaucoup se tournent vers le freelance. C'est le cas de Thomas, qui est pigiste pour plusieurs médias. C'est très compliqué de sortir de l'IEX et d'obtenir directement un contrat à durée indéterminée dans une entreprise ou dans un média, parce que c'est très bouché et pour citer une entreprise comme la RTBF, il y en a qui sont là depuis plusieurs années, parfois plus de 10 ans, et ils n'ont toujours pas de CDI. Pour le mois de janvier, je pense que j'étais à 2 500 € plus ou moins brut. Je me dis des fois, si j'étais au chômage, je gagnerais presque plus. Le problème avec l'IEX, c'est qu'on est lâché directement, on n'a pas vraiment de formation sur comment gérer ce statut d'indépendant. En 2018, un journaliste sur 4 est indépendant. Leur taux d'imposition s'élève à minimum 25% en fonction des revenus. Mais pour les pigistes, il faut ajouter 22% de charges sociales. C'est ce que nous explique Anissa, rédactrice freelance du magazine Ce Soir. Le montant de base, il est autour de 750-800 € tous les 3 mois. Et en fait, en fonction de tes revenus annuels, ça augmente, quoi. Donc moi, là, aujourd'hui, j'ai augmenté mes cotisations. Je pense qu'aujourd'hui, ça tourne autour de 1 200 € tous les 3 mois. Donc ça, c'est à déduire de ton salaire. Donc ton montant paraît énorme, sauf que quand tu as déduit toutes tes charges, en fait, tu es là, ah oui, en fait, il ne me reste plus que ça. Donc voilà, à bien calculer et il faut bien être au courant parce qu'il y en a plein qui sont à voir comme ça aussi. 8 ans après avoir quitté l'IEX, Anissa y trouve aujourd'hui son compte. Une carrière qui met du temps à se mettre en place, mais qui, à terme, permet à certains de bénéficier d'un salaire acceptable. Refroidir de nombreux étudiants en journalisme. Bonjour Amandine Degan, vous êtes Bonjour. en train de faire une étude sur l'insertion des jeunes journalistes dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, alors les refroidir, je ne sais pas si c'est vraiment le mot parce que donc je suis en train effectivement de mener une étude qui est en cours. Hein, donc il n'y a que des résultats partiels pour l'instant, mais j'interroge d'anciens étudiants qui ont trouvé un emploi dans le journalisme, donc plutôt des étudiants qui s'en sortent ou qui arrivent en tout cas à vivre du journalisme pour l'instant après 2 ou 3 ans après leurs études. Et en fait, quelque chose qui ressort vraiment fortement, c'est effectivement, comme dit dans le reportage, qu'ils ne sont pas suffisamment outillés en termes d'employabilité, donc qu'ils aimeraient avoir une meilleure connaissance de la variété de statuts qui existent, par exemple. Mais par contre, les refroidir, je ne sais pas, parce qu'ils sont très conscients, peut-être même trop, que ça va être compliqué, qu'ils vont devoir affronter une période d'insertion professionnelle potentiellement longue, faite de statuts précaires, de piges, de chômage, de périodes d'incertitude aussi, de contrats à durée déterminée. Et donc ça, ils en sont très conscients au point que je me disais en les écoutant, est-ce qu'on les met pas trop en garde finalement contre des premières années qui vont être compliquées. Alors, juste pour le souligner, vous êtes professeur de journalisme à l'IEX. Est-ce que justement ce rôle de professeur vous a donné une envie particulière de traiter ce sujet, de traiter cette étude ? Oui, clairement, parce qu'on se pose la question du futur en fait, des étudiants qu'on voit au quotidien. On se demande comment ils vont s'en sortir sur le terrain. Alors, ce n'est pas une réalité qui est nouvelle. Hein. Moi-même, quand je suis sortie des études, c'était très compliqué de s'insérer professionnellement. On a l'impression qu'il y a quand même un mieux, que les étudiants
parviennent à trouver du travail plus facilement, plus rapidement. Mais c'est bien du travail et pas forcément des emplois stables tout de suite. Donc ça, c'est vrai qu'il faut être clair et je crois qu'on l'est avec les étudiants et globalement, pas seulement à l'IEX, dans toutes les écoles. Voilà, il y a plein de recherches qui ont montré, notamment les travaux d'Olivier Standart qui a fait sa thèse sur la question. Et il parle du journalisme comme d'une profession flexible. Donc il dit qu'effectivement, il faut aujourd'hui compter plutôt mesurer l'activité laborieuse. Il y a du travail dans les rédactions. Par contre, des statuts fixes tout de suite, ça c'est clair qu'il n'y en a pas. Et voilà, les jeunes le savent. Et la question que ça pose, c'est est-ce que du coup, ils n'acceptent pas non plus des conditions de travail et des statuts qui ne sont pas suffisamment valorisants. Est-ce qu'ils ne disent pas oui trop vite en fait à des offres de travail mais qui ne sont pas du tout assorties d'un emploi stable? Être jeune journaliste, ça peut donc être très difficile, mais ça peut l'être encore plus quand on est une femme. Le sexisme dans les rédactions est malheureusement bien présent. Charline Halleux, qu'est-ce qu'on pourrait entendre dans des rédactions? Oh bah tu fais rien, montre-moi tes seins, oh tu me fais pas bander. Bon évidemment ça c'est pas moi qui vous le dis, ce sont malheureusement des propos que des jeunes journalistes, des femmes journalistes entendent au quotidien, selon une étude de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels, et de Médor. Oui, le sexisme est encore très présent dans les rédactions. Il suffit de regarder autour de vous ici à l'IEX, on est une majorité d'étudiantes et pourtant une fois sur le marché du travail, seulement 35% des journalistes sont des femmes. Pourquoi ? Eh ben, une des raisons, c'est notamment un climat d'intimidation et aussi de harcèlement dans les rédactions. 40% des femmes rapportent avoir été harcelées ou même agressées sur leur lieu de travail. Et c'est quelque chose de très prégnant, notamment en presse quotidienne, plus que dans les magazines par exemple. Et ce climat sexiste a des conséquences, notamment sur la carrière des femmes. 68,5% d'entre elles estiment avoir plus de mal que les hommes pour gravir l'échelle hiérarchique de leur profession. Vous pourrez d'ailleurs remarquer qu'elles abandonnent beaucoup au fur et à mesure de leur carrière. Et même dans les salaires, le sexisme est encore présent, puisqu'on estime qu'en moyenne, une femme gagne 12% de moins que les hommes. Vu les salaires déjà bas des journalistes et tous les autres facteurs que je viens de vous donner, on peut comprendre pourquoi les femmes journalistes se détournent de la profession. Bon, c'est un peu très mitigé comme bilan, mais l'AJP est venue avec quelques solutions et des recommandations, notamment un système de marrainage où les jeunes femmes seraient accompagnées par les anciennes journalistes et aussi des formations en tout genre sur les violences faites au travail, etc. Bon, on espère que les solutions seront efficaces. Pour l'instant, la question reste toujours tout entière. Est-ce que les femmes auront un jour leur place, seront acceptées dans le milieu du journalisme ? On l'espère. En tout cas, les rédactions font quand même un peu peur. Est-ce que ça se ressent dans vos entretiens, Amandine ? Oui, en fait, cette question aussi du bien-être des femmes dans les rédactions, elle est liée aussi à la question de la précarité et des emplois stables. Parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué de se projeter, cela dit qu'on soit une femme ou un homme, mais dans des projets familiaux sur un plus long terme, quand on ne nous offre pas de contrat stable simplement. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été discuté avec certaines jeunes femmes que j'ai pu interroger, où elles disaient je n'ose pas du tout aborder la question des enfants, par exemple, avec mon employeur, puisque je suis en permanence en train de négocier mon prochain contrat. Et voilà, il se trouve que la jeune fille qui me disait ça, pour le coup, elle a obtenu un emploi stable depuis lors, donc tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que ça reste aussi un problème. Dans son enquête, Jean-Marie Charon, donc, qui s'intéresse aux journalistes qui quittent la profession, il a aussi montré qu'il y a beaucoup de femmes qui quittent aux alentours de 40 ans parce qu'elles ont des enfants et que du coup ça devient compliqué. Les conditions de travail en fait, qu'offre la profession sont parfois compliquées à concilier avec tous les impératifs d'une vie de maman par exemple. Donc voilà, c'est à prendre en compte, mais j'ai bon espoir par rapport à la génération qui vient aussi, parce qu'on voit que les étudiantes, particulièrement celles qu'on a cette année d'ailleurs, sont beaucoup dans la revendication sur toutes ces questions. Donc elles ont ouvert notamment une antenne de Prenons la Une Junior ici à l'IEX, et c'est hyper encourageant je trouve, parce qu'il y a vraiment une volonté de mettre cette question sur la table et avec tout ce qui va avec, l'écriture inclusive, la revendication de toute une série de droits, donc c'est très encourageant je trouve pour la suite, et elles vont arriver dans les rédactions, donc c'est très bien. C'est sûr qu'on apprécie ce genre d'initiative. Merci beaucoup Amandine pour votre intervention. À vous. Si l'IEX propose des masters en journalisme, relations publiques, ACEP, pub et événementiel, beaucoup de nos étudiants n'ont pas peur de revoir leur plan de carrière une fois sortis de l'école.
et même voire des fois dans un monde assez éloigné de la communication. Charline Halleux, Numidia Kadri, Mélinda Bilmez et Armand Mottard sont partis à la rencontre de 3 jeunes auto-entrepreneurs. 3 histoires et un seul point commun. L'IEX ouvre des portes, et pas seulement dans le monde de la communication. Mathilde, Sébastien et Martin sont de jeunes auto-entrepreneurs, comme beaucoup d'autres, qui sont passés derrière les bancs de l'IEX. Pendant le confinement, Mathilde et son amie Léa ont lancé Mathéa, une marque de bijoux handmade. Elles ont pris le risque d'entreprendre pendant leurs études, un projet qui nécessite beaucoup d'investissement. Nous, c'est notre job d'étudiant. C'est juste que nous, ça va nous prendre plus d'heures sur une semaine, mais on peut les étaler comme on veut. Donc c'est vraiment une question d'organisation et c'est au fur et à mesure avec le temps qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne. Mathilde et Léa ne se fixent pas trop de contraintes comme renouveler leur collection, mais créent au fil de leurs envies. Elles restent tout de même déterminées à faire évoluer leur marque en ne se rémunérant pas. Tous nos bénéfices, on les réinjecte à chaque fois dans Mathéa pour faire de nouveaux projets, pour se développer, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est un peu ça au début pour les entrepreneurs, c'est essayer de mettre l'argent qu'on gagne dans notre projet. Donc on en profite parce qu'on se dit si on veut que ce soit rentable plus tard, si par exemple on veut faire ça comme job, à force de l'avoir développé et de passer de payer des salaires et partir en vacances, ce sera beaucoup plus rentable. Sorti en 2015 de l'IEX, Sébastien a une passion, la musique. Après le confinement, il a créé son entreprise Magma. Gestion d'artistes, création d'événements et labels de musique sont devenus son quotidien. Ça, c'est le premier album de Act, qui est aussi un des groupes avec lequel on bosse, qui est un des groupes qui fonctionne le mieux d'ailleurs dans ceux avec lesquels on bosse. Ils vont jouer à Dour, à Pukkelpop cet été. Ça, c'est leur premier album aussi. Je me suis d'abord trouvé dans un milieu qui était du coup pas celui de la musique, donc qui était vraiment plutôt marketing digital, start-up et tout ça. J'ai appris plein de trucs, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu plus de fun dans ma vie. Parce que tu es expert en rien en sortant de l'IEX, mais en même temps tu sais un peu tout. Donc c'est très chouette, mais donc ce que toi tu fais de ça, ça ne dépend que de toi. Voilà, moi je sentais que j'avais vraiment ce besoin de plus de fun et ma passion c'est la musique et de plus allier boulot passion. Mais cette liberté a un prix. Sébastien a investi l'ensemble de ses économies pour mener à bien son projet. C'est quand même intense de bosser comme des malades et pas avoir d'argent qui rentre juste parce que c'est le début, donc c'est normal, on est en train de monter une structure. Mais donc ça, psychologiquement, ça peut être quand même vraiment assez intense, on doit vraiment bosser beaucoup, etc. Martin Van Latem, anciennement journaliste à la RTBF, est devenu gérant d'un bar près de la place Sainte-Catherine. Un projet qui lui tenait à cœur depuis de nombreuses années. En fait, j'avais toujours un rêve, c'était d'ouvrir le bar. Donc j'y suis arrivé, mais de nouveau, peut-être qu'un jour je serai de nouveau employé parce que j'en aurais marre de payer mes cotisations sociales et qu'être employé, c'est quand même un moment où si j'ai des enfants, une sécurité énorme aussi, parce que si demain on doit fermer parce qu'il y a de nouveau de Covid, j'aurai de nouveau pas de revenus. Donc c'est un statut très stressant. Si Martin a quitté le monde du journalisme, ce n'est pas par manque d'intérêt, mais bien parce qu'il ne se retrouvait plus dans cette profession. Moi, j'étais pas très hiérarchique, j'avais pas envie de monter des échelons pendant 30-40 ans. Après, je comprends qu'il y a vraiment des gens qui veulent ça dans le journalisme, mais pas seulement dans le journalisme, dans d'autres boulots. Moi, je voulais une hiérarchie horizontale. Ici, on travaille avec des étudiants, mais on les écoute très fort. Parfois, ils ont des bonnes idées. J'ai plus cet esprit un peu start-up, j'ai envie de développer. À l'RTBF, c'était impossible de développer des choses. Et aussi, il faut savoir que mon master à l'IEX m'a permis d'ouvrir le bar parce qu'en fait, il faut un diplôme de gestion d'entreprise qu'un master délivre. Donc, j'ai pas dû passer un autre examen ou une autre formation pour ouvrir ici. Donc, finalement, rien que dans ça, l'IEX m'a aidé aussi, quoi. Mathilde, Sébastien et Martin ne sont pas des cas isolés. En Belgique, ils sont plus de 120 000 jeunes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Sur les bancs de notre école. Martin Ducrotois va nous citer quelques noms et croyez-moi, certains vont vous surprendre. Exactement, Rosalie. On dit souvent IEX, école de renom. J'aimerais ajouter IEX, école de grand nom. En effet, de nombreuses personnalités aujourd'hui fort médiatisées sont passées sur les bancs de cette belle école de communication. Et vous verrez en filigrane des noms que je vais vous citer qu'une multitude de parcours très éclectiques, au final, sont possibles à la sortie de l'IEX. Je vous propose donc un top 5 des célébrités qui sont sorties de l'IEX. Alors en numéro 5, nous avons Djali, disque d'or, coach à The Voice Belgique, interprète de tubes comme Espagnola ou Un jour ou l'autre. Il a eu un beau succès, il est sorti de l'IEX il y a à peine une quinzaine d'années. En numéro 4, nous avons un homme politique, Georges Gilles-Quinet, qui est aujourd'hui vice-premier ministre du gouvernement De Croo, qui est responsable de la mobilité et de la SNCB.
mais qui se destinait à autre chose en sortant de l'IEX. En fait, quand il a fini son cursus, il avait entamé une carrière de journaliste sportif à Namur, avant d'opérer donc la reconversion professionnelle qu'on lui connaît. En numéro 3, Michel de Macht, l'ancien présentateur phare du JT de RTL, qui a obtenu son stage dans cette fameuse boîte lors de son cursus à l'IEX. Il a aujourd'hui entrepris une carrière de député en politique. Alors en numéro 2, notre ex-première ministre de tutelle, première femme première ministre en Belgique, qui a dû gérer la crise Covid de plein fouet, Sophie Wilmès, qui était à la base diplômée en communication appliquée, option publicité. Et en numéro 1, évidemment, ça peut être surprenant, mais le grand Salvatore Adamo a fait l'IEX. Il est évidemment l'auteur, chanteur, interprète de plein de chansons mythiques comme Vous permettez monsieur, C'est ma vie ou encore Ce Georges avec Olivia Ruiz. Et il a fait ses études à l'IEX à l'époque où l'infrastructure se situait à Tournai. Alors, comme vous pouvez le voir, l'IEX permet des parcours et des succès dans différents milieux une fois que l'on sort de cette belle école. Vous le voyez, étudier à l'IEX et devenir musicien, ce n'est pas totalement incompatible. Entre les ateliers photo et les cours de philo, certains trouvent le temps de développer leurs talents musicaux. L'IEX ne donne pas de cours de solfège, mais pourtant ces artistes ont pu tirer avantage de leur formation. Un reportage signé Mehdi Ouriagli, Noah Elmageri, Émile Herman et Martin Ducrotois. Connaissez-vous le point commun entre les artistes belges Salvatore Adamo, Townsend et Djali? Avant de se lancer dans une carrière musicale, ils sont tous les trois passés par les bancs de l'IEX. Aujourd'hui, cet amour de la musique est toujours présent et continue d'animer de nombreux étudiants de l'école. C'est le cas de Colline, une jeune étudiante ACEP de 22 ans. Il y a 4 ans, elle a rencontré Antoine qui sortait du conservatoire. Ensemble, ils ont décidé de former le groupe Colline et Antoine. Je faisais déjà de la musique avant l'IEX, mais c'est vraiment en arrivant à l'IEX que je me suis dit ok, là j'ai environ 5 ans d'études, j'ai pas encore de soucis d'argent, je suis pas encore dans la vie active, j'ai encore le temps. Donc go se donner ces 5 ans pour juste faire un maximum de musique et voir où ça mène. 5 heures passées, j'ai perdu la trace de ce que j'aime, plus de carburant. C'est maintenant depuis je dirais 2 ans que maintenant ça commence vraiment à nous prendre la plupart de notre temps et à tel point que il faut aménager le temps de Colline à l'IEX et tout pour que ça continue à être combinable quoi. Si pour Colline, une carrière musicale semble se profiler, ce rêve est déjà devenu réalité pour Mathilde. Accompagnée de son violon, cette ancienne étudiante vit aujourd'hui pleinement de sa passion pour la musique. À l'époque, c'est en parallèle de ses études au conservatoire qu'elle avait décidé d'entreprendre un master en événementiel à l'IEX. J'ai fait mon conservatoire en musique classique et ce qui est compliqué avec la musique classique, c'est qu'on perd un petit peu notre public et donc l'idée c'était vraiment de comprendre quels sont les skills qui sont utilisés en événementiel pour pouvoir ramener du public justement en musique classique. Dans ma vie quotidienne, c'est vrai que c'est des skills que j'utilise constamment parce qu'en fait je suis constamment dans l'événementiel. Alors moi je le vois du coup de l'autre côté parce que je suis plus celle qui organise mais je suis plutôt celle qui joue. La musique a déjà permis à Colline de se produire devant plusieurs milliers de personnes en Belgique, comme ici au Festival de Ronquière. Mathilde, elle, vit de sa musique entre les cours qu'elle donne et les concerts à l'étranger. Ce succès, ces deux artistes le doivent avant tout à leur talent, mais aussi un peu à leur passage à l'IEX, qui leur a permis d'élargir leurs univers musicaux. Quand on fait le conservatoire, on est vraiment dans un cercle de personnes où on n'a pas d'ouverture sur l'extérieur, on ne se rend pas trop compte de comment ça se passe à l'extérieur. Et là, ça me permettait de rentrer dans un autre monde, dans un autre univers. Et là-dessus, ça m'a donné un autre point de vue sur ma profession. On m'a beaucoup appris qu'il fallait anticiper tous les imprévus, notamment tout ce genre de choses qui arrivent constamment en événementiel. Ce n'est qu'un vaste imprévu, l'événementiel. Quand je pense à l'IEX, je pense au Loft 58 où on a déjà joué, aux profs qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on peut y retourner et qu'on peut développer aussi des trucs à l'IEX. Et à côté de ça, la formation aussi m'apporte beaucoup. Genre rien que le fait d'apprendre à utiliser toute la suite Adobe et tout, limite j'utilise ça tous les jours aussi pour Colline et Antoine. Si Colline restera encore quelques mois à l'école pour finir son master, le temps a permis à Mathilde de prendre du recul sur son expérience IEXienne. Elle en est persuadée, pour tout artiste en devenir, la fin des études n'est que le début d'une belle aventure musicale à vivre. Après l'art de la musique, passons au cinéma avec 2 des 3 réalisateurs de la série Frangine.
Laurent Drillon. Et Laurent Drillon et Stéphane Hougard, désolé. Yes. Tous les deux sortis de l'IEX. Tout à fait. Sympa la baraque. Et lance votre bande-annonce. Surprise. Lily, c'est toi? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Sympa les retrouvailles. T'es venu pourquoi? Le vieux sort de tôle ce soir. C'est le seul qui sait où est caché le butin. Par contre, je te préviens, on fait ça avec classe. Pas de violence, ok? T'inquiète. Dis-moi un intrus! Tu m'as pris pour un gangster ou quoi? Stéphane Hougard, vous avez commencé votre carrière dans la publicité audiovisuelle. Vous travaillez maintenant pour la société Transfer qui vend des espaces publicitaires sur des chaînes de télévision thématiques. Alors, Laurent Drillon, après un master en ACEP à l'IEX, vous êtes parti à l'IAD. À la suite de vos études, vous avez créé une boîte. Donc, vous avez travaillé sur différents projets audiovisuels. Et maintenant, depuis 2014, vous avez une boîte de production qui s'appelle Giraféo, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, la question qu'on se pose tous, comment passe-t-on d'un master en pub et en ACEP au métier de réalisateur et scénariste? Un délire qu'on a suivi jusqu'au bout. Donc, quand on est sorti, on s'est rencontrés ici à l'IEX. Et c'était vraiment l'envie d'écrire surtout des longs métrages, des films, autour d'une bouteille de vin. Il y a, je crois que c'est à 12 ans, on a commencé à écrire. Et puis Frangine, c'est vraiment le premier aboutissement vraiment de l'écriture que l'on a fait ensemble. Ouais. Moi, j'étais passionné déjà de cinéma depuis longtemps, quand j'étais à l'IEX aussi, donc je voulais déjà faire l'IAD par après, parce que ça se complétait bien. Et puis ouais, en rencontrant Stéphane, on a commencé à écrire, et puis de fil en aiguille, on faisait d'autres choses à côté, donc c'était pas 100% sur l'écriture, mais à un moment, voilà, il y a un projet qui s'est libéré et qui s'appelle Frangine. Et voilà. Et en quoi votre cursus scolaire à l'IEX vous a aidé dans ce métier? Eh ben, moi j'avais justement choisi ACEP parce que c'était déjà assez longtemps, hein, c'était encore en 4 ans, mais je me souviens que c'était la section en tout cas qui touchait le plus à la vidéo, en tout cas de mes souvenirs. Et donc c'est là où j'ai commencé à être installé sur les premiers bancs de montage, à toucher des caméras, et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à toucher concrètement à comment faire un plan, comment monter, comment construire scénaristiquement, que ce soit un petit documentaire ou un petit reportage. Et donc voilà, après ça m'a aidé, je pense aussi quand j'ai fait mes études à l'IAD, j'avais déjà en fait un background et ça m'a aidé à ce niveau-là. Et donc vous êtes tous deux sortis de l'IEX en 2007, est-ce que vous vous connaissiez déjà? Oui, on se connaissait. Moi je suis sorti en 2006, donc j'étais une année au-dessus de Laurent. Mais on se connaissait, oui, on se connaissait de l'IEX. Ouais, mais on n'était pas aussi... On s'aimait pas tellement, non, à l'époque c'était pas... On n'était pas des amis comme maintenant, tu vois, c'était plutôt une rencontre par après. Ouais, c'est vrai. Alors, vous avez sorti fin 2021 cette série intitulée Frangine. Donc, c'est l'histoire de deux sœurs qui vont kidnapper leur père pour rechercher un butin. Alors, c'est un scénario quand même assez original. D'où vous êtes venue l'idée? Voilà, on est jeune papa depuis maintenant 5-6 ans et voilà, tout ce qui touchait à la famille, ça nous parlait vraiment, mais on ne voulait pas faire quelque chose de, on va dire, ennuyant et avec toute la culture anglo-saxonne qu'on avait, on voulait faire un style de road movie, mais quand même sur l'histoire d'une famille qui se retrouve. Et donc on est parti de ce postulat, ce serait génial d'avoir vraiment deux sœurs dont le père est un gangster, on ne sait pas trop quoi. En fait, elles sont plus vues depuis 10 ans et elles vont aller kidnapper pour récupérer ce butin. Et en fait, c'était le butin, c'était le père qui avait fait un casse et qui avait utilisé ses deux filles quand elles avaient 6 et 8 ans, quand elles étaient enfants. Et finalement, au-delà de cette recherche de l'argent, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve et voilà. Avec la position du père aussi. Qu'on a évincé de l'histoire justement pour que ces deux sœurs se retrouvent. Et c'est clair que c'était une espèce de petite métaphore quand même pour nous, jeunes papas à l'époque, quand on a commencé l'écriture de Frangine. Ouais. Alors, vous avez un casting 100% belge. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir un ancrage national? Oui, c'est très important. On voulait aussi sortir un petit peu des clichés de séries belges que l'on a vus jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire beaucoup de forêts, même s'il y a une scène dans la forêt, on a essayé quand même d'en sortir un petit peu.
et montrer un peu d'autres côtés de notre pays et d'avoir des acteurs effectivement 100% belges, parce qu'on a énormément de talent sur le territoire. Qu'on soit fermé non plus à des acteurs français ou autres, mais bon, c'est vrai qu'il y a une réalité aussi financière, il faut le dire. Si tu te fais subsidié par Screen Brussels par exemple, il faut travailler avec des Bruxellois. Si c'est avec Wallimage, c'est avec des Wallons. Et oui, en parlant de forêt, souvent les gens pensent que c'est les Ardennes, mais on a tourné en forêt de Soignes, donc vraiment un bois fort ici, à 10 minutes à vélo. Vous avez fait 8 épisodes de 13 minutes. Ensemble, ça fait 104 minutes. Pourquoi ne pas avoir fait un film ? Ça, c'était une demande de format de la RTBF. Voilà, ils cherchaient des formats courts. On est un peu en train de tester ce format, à pouvoir regarder ça sur le pouce, que ce soit même dans les transports, que ce soit dans une salle d'attente. Et donc voilà, c'était quelque chose aussi qui s'adressait aux jeunes, qui se mangent plus facilement qu'un long métrage. Et donc ça, c'était vraiment la demande de format, même si c'est vrai que ça aurait été possible d'en faire un long métrage, l'envie était là, mais après c'est toujours des discussions avec la production. Et ce format vous plaît ? Et ce format nous plaît, on aimerait bien faire plus long, si je veux être complètement honnête. Donc là, on est en train de développer un deuxième projet, et là, ce serait plutôt sur des 30 minutes. Alors, vous venez tout juste de parler des jeunes. Quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes étudiants de l'IEX qui voudraient suivre votre parcours ? Simplement, il faut y aller. Il y a énormément d'obstacles. Comme je dis, nous, ça fait 12 ans que l'on écrit. On a déposé des trucs, si vous les relisez aujourd'hui, c'est parfois limite gênant. Mais il faut continuer. Il faut vraiment, si vous pensez que c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, il faut y aller. En tout cas, je parle pour moi en tant que scénariste. Faut travailler le soir, les week-ends. Si c'est vraiment une passion et que c'est quelque chose que vous voulez développer, il faut le faire. Enfant ou pas enfant, il n'y a pas. Enfin voilà, éviter les excuses. Ouais, il faut faire en tout cas, parce que souvent on se dit c'est pas pour moi, je suis pas capable. En fait, tout le monde est capable d'écrire une histoire et tant qu'on y croit. Et puis évidemment, il y aura beaucoup d'échecs, mais à chaque fois on s'est relevé et au final, il suffit qu'il y ait un projet qui passe. Et en fait, après, ça t'ouvre des portes sur des futurs projets qu'on est en train de développer maintenant. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et retrouvez dès à présent le journal avec Noah Elmagiri et Luna De Wild.